Je suis donc Michel Fabreguet, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Je suis l'auteur d'une thèse sur le camp de concentration de Mauthausen, soutenue en Sorbonne voilà maintenant une vingtaine d'années. Et donc, je suis un spécialiste de l'histoire de la déportation et de l'Allemagne nationale-socialiste. C'est donc un ouvrage sur les mémoires de la déportation. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce rapport entre mémoire et histoire? Oui, alors tous les spécialistes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en particulier savent que les relations entre histoire et mémoire ne sont pas toujours chose aisée. Et l'histoire de la déportation en offre un exemple tout à fait caractéristique dans le contexte franco-français. J'ai rappelé dans l'introduction de cet ouvrage les mésaventures de la première historienne française de la déportation qui a eu de graves difficultés suite à une erreur qu'elle avait elle-même commise sur l'emplacement des chambres à gaz dans les camps de Mauthausen et de Ravensbrück dont elle avait nié l'existence. Alors en même temps, cet ouvrage tente à s'abstraire de ce contexte franco-français finalement assez stérile des confrontations entre histoire et mémoire pour se situer dans un cadre plus largement européen pour la prise en considération des mémoires et des représentations de la déportation au cours des 2 ou 3 dernières années, des 2 ou 3 dernières décennies. Alors, la lecture des différentes communications qui composent ce recueil permet de mettre un petit peu l'accent sur, de prendre en considération un peu l'hypermnésie de la Shoah. Oui, je crois que c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. On connaît l'histoire des mémoires et du renversement mémoriel qui s'est opéré en France à la fin des années 70. Et donc les communications rassemblées dans ce recueil d'actes de colloques illustrent effectivement le constat de cette hypermnésie de la Shoah qui domine maintenant la représentation, les représentations de la déportation depuis plusieurs décennies, sans que pour autant, bien évidemment, les mémoires, entre autres, de la déportation résistante soient complètement effacées, cela va sans dire. Alors, est-ce qu'à l'ère de la construction européenne, la représentation de la déportation a changé ou s'est modifiée? Eh bien, effectivement, on peut constater dans un certain nombre de témoignages de rescapés, en particulier de déportés résistants, la prise en compte du thème de la construction européenne dans leur propre témoignage. J'ai étudié en particulier les écrits de Jörg Samplun et de Pierre Dex, qui parle effectivement de l'Europe à Mauthausen. Alors ce que je me suis efforcé de montrer, c'est que c'était une forme d'anachronisme téléologique lié à la commémoration et qu'en fait, dans les témoignages des détenus ordinaires, pourrait-on dire, dans les camps, où, eh bien, on retrouve en fait avant tout le thème de l'appartenance nationale, qui, dans le cas de l'identité française, d'ailleurs, est une forme d'ouverture aussi à des formes d'universalisme que l'on constate tout à fait dans les témoignages des déportés de la période. Diverses communications de votre ouvrage prennent particulièrement en compte l'espace public allemand. Et quels sont justement les enjeux victimaires et mémoriels dans l'espace public allemand? Alors effectivement, nous avons attaché un intérêt tout particulier à l'espace public allemand, ce qui est tout à fait légitime dans le cadre d'un colloque qui a été organisé à l'université de Strasbourg. Alors en particulier, il y a une communication donc qui s'attache à la prise en considération, entre autres, de la controverse suscitée par l'écrivain Martin Walser, qui avait dénoncé en 1998, au moment où l'on débattait en Allemagne de la construction d'un mémorial de l'Holocauste à Berlin, il avait dénoncé l'invasion de l'espace public par la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qu'il trouvait excessif. Par ailleurs, dans cet ouvrage, effectivement, nous nous sommes efforcés d'élargir le champ
de la déportation au sens le plus large du terme, effectivement, puisque nous avons pris en compte, entre autres, la mémoire des pénitenciers, qui dépendaient effectivement non pas des SS, mais du ministère de la Justice, dans lequel ont été internés un nombre de plus en plus important de déportés, de détenus politiques pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le Troisième Reich, et dont les mémoires sont portées par différents vecteurs, comme entre autres des journaux intimes, ou encore des témoignages littéraires post-concentrationnaires. Et puis, autre originalité aussi de ce recueil, nous avons pris en considération les mémoires des camps de concentration établis sur le territoire de la future RDA, avec les camps de Buchenwald et de Sachsenhausen, qui ont été réutilisés par les soviétiques après 1945, et où l'on voit effectivement finalement se télescoper deux formes de mémoire. La mémoire de la déportation pendant le Troisième Reich, et puis après 1945, ce qu'on peut appeler la mémoire du goulag transférée en Allemagne, puisque les soviétiques ont interné effectivement dans ces camps, réutilisé non seulement d'anciens nazis qui étaient donc en proie à la législation de la dénazification, mais également des adversaires politiques qui pouvaient s'opposer à l'instauration du régime socialiste dans leur zone d'occupation qui allait devenir la RDA. Dans votre ouvrage, vous évoquez aussi des questions d'art. Quel est le rapport entre l'art et la déportation ? L'art et la déportation. L'art a été un vecteur important des mémoires et des représentations de la déportation. Alors nous avons effectivement plusieurs communications qui traitent de ce sujet. L'art a été, dès les premiers moments de la libération des camps, un vecteur, n'est-ce pas, de la transmission des mémoires à travers l'image qui a été d'ailleurs aussi la photographie qui a été répandue dans la presse et utilisée par la presse pour dénoncer les camps. On sait ensuite l'importance du cinéma, avec le film Nuit et brouillard, et puis ensuite le chef-d'œuvre de Lanzmann Shoah, auquel est d'ailleurs consacrée une communication dans cet ouvrage. Et puis, alors, ce qui constitue, je crois, aussi l'originalité de notre contribution, c'est que nous avons deux apports intéressants sur la musique dans les camps et dans les ghettos. Alors, il y avait de la musique qui était en quelque sorte la voix officielle du camp, puisque les SS organisaient des camps dans les lieux d'internement qui rythmaient la journée des détenus. Mais il y a eu aussi, en particulier dans le ghetto de Térésine, dans ce qui constituait alors le protectorat de Bohême-Moravie, donc des musiciens qui ont été internés et qui ont, pour certains, composé des musiques pendant le temps de la détention, en particulier comme Victor Ullmann, qui était sans doute le plus important d'entre eux, qui a été l'auteur de L'Empereur d'Atlantis ou Le Refus de la mort, morceau en situation, bien évidemment. Vous interrogez aussi sur la façon dont les mémoires et l'histoire de la déportation sont transmises aux jeunes générations. Oui, tout à fait. C'est aussi un aspect important de cet ouvrage. Il y a différents vecteurs par lesquels, effectivement, cette mémoire ou ces mémoires peuvent être transmises aux jeunes générations qui ne les ont pas vécues. Nous avons une contribution tout à fait intéressante qui est consacrée à la littérature de jeunesse, en particulier à travers l'utilisation de la bande dessinée, avec entre autres Art Spiegelman, qui est un auteur de bande dessinée bien connu, qui a traité du thème de la déportation et du génocide à travers l'utilisation d'une souris et d'un bestiaire animalier. Par ailleurs, effectivement, la transmission des mémoires de la déportation et passe par une réflexion sur l'utilisation de l'émotion
d'émotion auprès des jeunes publics, sensibilisés à ce thème par ce vecteur, utilisation de l'émotion et aussi l'enseignement du refus de la catégorisation et de la stigmatisation, qui est évidemment une donnée importante de ce message que l'on peut retenir de l'histoire de la déportation. Alors, il y a aussi des enquêtes qui sont conduites à l'échelle européenne, et on revient à ce thème de l'Europe. Effectivement, depuis 2011, n'est-ce pas, 6 universités européennes se sont associées pour réfléchir donc à la manière dont les jeunes générations, à l'échelle de toute l'Europe, perçoivent cette histoire tout à fait tragique, mais dont les enseignements et les valeurs doivent être retenus aussi pour contribuer à l'édification d'une véritable culture et d'une véritable citoyenneté européenne.